Chapitre 1, le dîner qui a tout changé. Travis Coleman posa sa clé à molette et jeta un coup d'œil à sa montre. 18h47. Monica avait déjà préparé le dîner, et Emma, 9 ans, sautillait sur sa chaise, impatiente de lui raconter sa journée d'école. À 38 ans, Travis avait fait de Coleman Construction, de rien, l'une des entreprises les plus respectées de Phoenix. Ses mains calleuses et son visage buriné racontaient l'histoire d'un homme qui avait gagné chaque dollar à force de sueur et de détermination. La famille Coleman était située dans un quartier huppé que le travail acharné de Travis leur avait offert. En s'engageant dans l'allée de leur maison à 2 étages, il remarqua la BMW argentée de Derek Walsh garée de l'autre côté de la rue. Derrick travaillait à l'hôpital général de Phoenix comme administrateur, et ces derniers temps, il était de plus en plus présent dans leur quartier. Monica prétendait qu'il habitait à proximité, mais quelque chose dans le comportement rusé de cet homme irritait toujours Travis. « Papa !» La voix d'Emma retentit lorsque Travis entra dans le garage. Elle courut vers lui, mais s'arrêta brusquement, grimaçant et pressant sa petite main contre son ventre. « Salut, princesse. Ça va ?» Travis s'agenouilla, observant le teint pâle de sa fille. Ces dernières semaines, Emma se plaignait de plus en plus fréquemment de maux d'estomac. Monica apparut de la cuisine, son uniforme d'infirmière toujours impeccable malgré une journée bien remplie à l'hôpital. À 35 ans, elle gardait la même allure remarquable qui avait attiré l'attention de Travis 12 ans plus tôt, lors d'un groupe de soutien aux vétérans. Ses cheveux auburn étaient tirés en arrière, signe d'un engagement professionnel, et ses yeux verts exprimaient une expression que Travis ne parvenait pas à déchiffrer. « Elle a encore mal au ventre », dit Monica en s'essuyant les mains sur un torchon. « Je pense que c'est le stress de l'école. Tu sais comme elle est sensible. » Travis prit Emma dans ses bras, sentant sa légèreté. « As-tu bien déjeuné, Em ? » « Parfois, ça me fait encore plus mal au ventre, » murmura Emma contre son épaule. La famille se rassembla autour de la table de la salle à manger. La fierté de Travis, fabriquée en chaîne qu'il avait personnellement sélectionnée et finie. Monica avait préparé la soupe au fromage grillé et à la tomate préférée d'Emma. Mais lorsqu'ils s'assirent, Emma fixa son assiette avec appréhension. « Viens, mon cœur. Tu dois manger », l'encouragea Monica, mais Travis remarqua une pointe de tension dans sa voix. Emma prit la moitié de son sandwich, en prit une petite bouchée, puis le reposa. Elle remua, mal à l'aise, sur sa chaise, et Travis vit son petit corps se tendre. « Papa », murmura Emma d'une voix à peine audible. « Si je m'assieds, j'aurai mal au ventre. » La peur dans les yeux de sa fille fit immédiatement froid dans le dos à Travis. Ce n'était pas la plainte habituelle d'une personne difficile. Le visage d'Emma était décoloré et elle agrippait le bord de la table. Lorsqu'Emma refusa avec crainte de s'asseoir à la table familiale, la patience de Monica fut mise à rude épreuve. « Elle est juste difficile », dit Monica sèchement, sa fourchette tintant dans son assiette. « Emma, assieds-toi et mange ton dîner. Tu dramatises. » Mais Travis vit autre chose, quelque chose qui réveilla son instinct de combattant. Emma ne dramatisait pas. Elle était terrifiée. La façon dont elle regardait sa nourriture, la façon dont elle jetait des regards nerveux entre lui et Monica, la peur sincère dans sa petite voix. « Non », dit Travis fermement en se levant et en prenant Emma dans ses bras. « On va à l'hôpital tout de suite. » Le visage de Monica s'empourpra. « Travis, tu exagères. Elle a juste l'estomac sensible. Je suis infirmier. Je pense que je saurais si quelque chose n'allait pas vraiment. Et je suis son père, » répondit Travis, sa voix portant l'autorité qui avait imposé le respect de ses équipes de construction et de ses camarades marines. Je sais quand ma fille souffre vraiment. Alors qu'il portait Emma vers la porte, il aperçut Monica par la fenêtre, debout dans la cuisine, son téléphone collé à l'oreille. Quelque chose dans sa posture, urgente, secrète, déclencha dans l'esprit de Travis une alarme qu'il ne put éteindre. Chapitre 2. La révélation de l'hôpital. Les urgences de l'hôpital général de Phoenix bourdonnaient d'une activité nocturne habituelle. Travis serrait Emma contre lui tandis qu'ils attendaient, son petit corps tremblant contre sa poitrine. Tous les instincts qu'il avait développés au cours de ses 8 années dans les marines lui criaient que quelque chose n'allait pas. Pas seulement concernant la santé d'Emma, mais concernant la situation dans son ensemble. Le docteur Sarah Reese, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant et aux cheveux grisonnants, examina Emma minutieusement. Travis observa chaque mouvement, chaque expression, cataloguant les détails comme il avait été formé pour évaluer les menaces potentielles.
J'aimerais faire des analyses de sang, dit le docteur Hendricks après son premier examen. Ces symptômes sont inquiétants et je veux écarter plusieurs pistes. Monica était arrivée 20 minutes après Travis et Emma, prétextant qu'elle avait dû fermer la maison à clé. Elle se tenait maintenant près de la table d'examen, son attitude professionnelle intacte. Mais Travis remarqua qu'elle évitait de croiser le regard du docteur Hendricks. « Quelles sont les possibilités ?» demanda Travis. « Eh bien, la combinaison de douleurs abdominales, de nausées et d'une perte de poids récente pourrait indiquer plusieurs affections. Je veux vérifier la présence d'infections, de troubles inflammatoires, » et le docteur Andry marqua une pause, jetant un coup d'œil à Monica. « J'aimerais aussi faire un examen toxicologique. » « Un examen toxicologique ?» La voix de Monica s'éleva légèrement. « Docteur, cela semble excessif pour une simple gastro-entérite. » Travis sentit la poigne d'Emma se resserrer sur sa chemise. « Faites tous les tests que vous jugez nécessaires, » dit-il, les yeux rivés sur le visage de Monica. Il y vit une lueur. Peur, colère ou culpabilité. Il n'aurait su dire laquelle. 2 heures plus tard, le docteur Rix revint avec des résultats qui glacèrent le sang de Travis. « J'ai besoin de vous parler en privé, » dit-elle à Travis en désignant une petite salle de consultation. Monica s'apprêta à la suivre, mais le docteur Hendricks leva la main. « Juste monsieur Coleman pour l'instant. » Dans la salle de consultation, le docteur Hendricks ferma la porte et fixa Travis d'un regard sérieux. « Monsieur Coleman, les analyses sanguines d'Emma révèlent des taux élevés de plusieurs médicaments auxquels elle ne devrait pas avoir accès. Plus précisément, nous avons trouvé des traces de diénhydroméine, de l'orézipam et de petites quantités de diine. » Travis sentit son monde basculer. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des médicaments sur ordonnance. La diénhydroméine à forte dose provoque des nausées et des douleurs abdominales. Une faible dose de razopam est un anxiolytique qui peut entraîner confusion et faiblesse. La doxine est un médicament pour le cœur particulièrement dangereux pour les enfants. Le docteur Rix se pencha en avant. Monsieur Coleman, ces substances ne se retrouvent pas accidentellement dans l'organisme d'un enfant. La pièce sembla se rétrécir autour de Travis. Son esprit explorait toutes les possibilités, mais une terrible vérité ne cessait de refaire surface. Vous dites que quelqu'un a donné ces médicaments à ma fille. Je dis que nous devons impliquer les services de protection de l'enfance et la police. Il semble s'agir d'un empoisonnement délibéré. Travis serra les poings. 18 mois de déploiement en Afghanistan lui avaient montré de quoi les humains étaient capables, mais rien ne l'avait préparé à l'éventualité que quelqu'un s'en prenne à Emma. Son Emma, sa petite fille innocente qui croyait encore aux contes de fées et laissait des biscuits au Père Noël. Docteur, j'ai une question à vous poser, et j'aimerais que vous soyez parfaitement honnête avec moi, dit Travis d'une voix d'un calme absolu. Combien de temps faudrait-il lui administrer ces médicaments pour provoquer ces symptômes actuels, compte tenu des concentrations observées et des symptômes décrits? J'estime que cela prendrait plusieurs semaines, peut-être plus. C'est systématique. Travis ferma les yeux, se remémorant le déclin progressif d'Emma au cours du mois précédent. La perte d'appétit, les plaintes croissantes de maux d'estomac, sa façon de devenir plus collante et craintive. Quelqu'un avait lentement empoisonné sa fille, et il était trop occupé par son travail pour s'en rendre compte. « Où est votre femme maintenant ?» demanda doucement le docteur Hendricks dans la salle d'attente avec Emma. Travis se leva, son entraînement militaire prenant le dessus. « Docteur, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. J'ai besoin que vous gardiez Emma ici pour la nuit en observation et que vous vous assuriez que Monica n'ait pas accès à elle sans surveillance. » Le docteur Andry hocha la tête. « Je peux m'en occuper. Monsieur Coleman, je dois vous demander, avez-vous des raisons de soupçonner qui pourraient être à l'origine de cela? » Travis repensa au comportement étrange de Monica, à son insistance sur le fait qu'Emma était simplement difficile, à son appel téléphonique après leur départ pour l'hôpital. Il repensa à la BMW de Derek Walsh, garée plus fréquemment en face de chez eux ces derniers mois. « Je vais me renseigner, » dit-il, et le docteur Hendricks perçut quelque chose dans sa voix qui la réjouit de ne pas être la cible de son enquête. Chapitre 3, la découverte. Travis était assis dans son camion devant l'hôpital général de Phoenix à 2h17 du matin, observant la voiture de Monica à travers le pare-brise. Elle avait quitté l'hôpital 1 heure plus tôt, prétextant l'épuisement. Mais au lieu de rentrer chez elle, elle s'était rendue à une garderie ouverte 24 heures sur 24. Un restaurant en périphérie de la ville. À travers les grandes fenêtres, Travis la vit assise en face de Derek Walsh,
dans une banquette au fond. Leur langage corporel racontait une histoire qui fit serrer la mâchoire de Travis. Monica se pencha en avant, gesticulant avec urgence. La main de Derrick couvrit la sienne par-dessus la table. Ce n'était pas une simple rencontre entre connaissances. Travis avait passé la dernière heure à solliciter les faveurs de ses contacts militaires. Tommy Rodriguez, qui travaillait désormais dans la sécurité privée, avait accès à du matériel de surveillance. Mike Chinn gagnait sa vie en effectuant des vérifications d'antécédents. Au matin, Travis saurait tout de Derek Walsh et aurait une idée plus précise de ce à quoi il avait affaire. Son téléphone vibra, un SMS du docteur Rix lui ayant été envoyé. Emma se repose confortablement. Une nouvelle analyse de sang sera effectuée demain matin. Les services de protection de l'enfance et la police ont été prévenus, comme l'exige la loi. Travis avait servi son pays avec honneur, respecté la loi et bâti son entreprise grâce à un travail honnête. Mais il vit sa femme comploter avec un autre homme dans ce restaurant, la même femme qui empoisonnait systématiquement leur fille de Travis. Travis sentit une éveil sombre et primitive s'éveiller en lui. À 3h45, Monica et Derek sortirent séparément du restaurant. Derrick embrassa Monica sur la joue avant de monter dans sa BMW. Monica resta assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes, le téléphone collé à l'oreille, avant de rentrer enfin chez elle. Travis attendit une heure de plus avant de la suivre. Il avait besoin de réfléchir, de planifier. Les marines lui avaient appris que la réussite d'une opération exigeait intelligence, patience et action décisive. Ce ne serait pas différent. De retour chez lui, Travis entra par le garage, traversant silencieusement la maison qu'il avait construite de ses propres mains. Monica était déjà au lit, apparemment endormie. Il se glissa dans son bureau et commença à fouiller les affaires de Monica avec une précision systématique. Dans son sac à main, il trouva un petit flacon de pilules sans étiquette. À l'intérieur se trouvaient des comprimés blancs identiques à ceux qu'il avait vu Derek manipuler lors d'une collecte de fonds pour un hôpital l'année dernière. De la dioxine, si ses souvenirs étaient bons, le même médicament que celui dont le docteur Rhys avait parlé. Les mains de Travis tremblaient en photographiant les comprimés avec son téléphone. Sa fille vivait depuis des années dans la même maison que son empoisonneur, mangeant des repas préparés par quelqu'un qui l'a tué à petit feu. Dans le sac d'ordinateur portable de Monica, il trouva des cartes d'accès à l'hôpital qu'elle n'aurait pas dû avoir, ainsi que des copies imprimées des dossiers médicaux de plusieurs enfants, dont aucun n'était Emma. Les documents étaient fortement soulignés de notes manuscrites de Monica concernant les ajustements de dosage et la progression des symptômes. Travis se rassit dans son fauteuil, les pièces du puzzle s'assemblant. Il ne s'agissait pas seulement de sa famille. Monica et Derek étaient impliqués dans quelque chose de plus vaste. Quelque chose qui impliquait d'autres enfants. Les dossiers hospitaliers, l'empoisonnement systématique, le poste d'administrateur de Derrick. Ils utilisaient son accès médical pour nuire à des enfants. Mais pourquoi? Une fraude à l'assurance. Un projet de recherche tordu. Travis ne le savait pas encore, mais il allait le découvrir. Son téléphone sonna, le surprenant. Le nom de Tommy Rodriguez apparut à l'écran. Travis, j'ai des informations préliminaires sur votre fils Derek Walsh. Vous n'allez pas aimer ça. Dites-moi. Derek Walsh, 42 ans, administrateur de l'hôpital Phoenix General pendant 3 ans. Avant cela, il avait travaillé dans 2 autres hôpitaux. Les hôpitaux, tous 2 fermés dans des circonstances suspectes. Aucune accusation n'a été portée, mais il y avait des allégations d'incohérence médicamenteuse et des inquiétudes concernant le bien-être des patients. Travis sentait la glace couler dans ses veines. Quel genre d'inquiétude concernant le bien-être des patients? Les enfants de Travis, dans les 2 hôpitaux, ont constaté une tendance à l'aggravation de l'état des enfants sous sa surveillance. Les avocats des hôpitaux ont fait disparaître les problèmes grâce à des accords à l'amiable et des accords de confidentialité, mais la tendance est là si l'on sait où chercher. Travis a fermé les yeux et ma femme, Monica Coleman, 35 ans, infirmière diplômée, avait un casier judiciaire vierge jusqu'à il y a environ 6 mois, date à laquelle elle a été transférée dans le service de Derrick. Mais voici le point intéressant, elle a des problèmes financiers. Carte de crédit au maximum, mensualités hypothécaires en retard. Quoi qu'elle fasse avec Derek, c'est probablement pour l'argent. Après avoir raccroché, Travis s'est assis dans l'obscurité de son bureau, entouré de preuves de la trahison de sa femme. Pas seulement d'infidélité. Monica aidait Derek à blesser des enfants,
y compris leur propre fille, pour de l'argent. Travis avait tué des combattants ennemis en Afghanistan. Il avait vu le pire que l'humanité avait à offrir et en est ressorti avec une conscience morale intacte. Mais c'était différent. C'était personnel. C'était Emma. À l'aube sur Phoenix, Travis Coleman commença à planifier l'opération la plus importante de sa vie. Monica et Derrick avaient commis l'erreur fatale de cibler sa famille. Ils allaient apprendre ce qui se passerait lorsque quelqu'un aurait menacé tout ce que Travis considérait comme sacré. La guerre qu'ils avaient déclenchée était sur le point de se terminer, mais pas en leur faveur. Chapitre 4. Recueillir des renseignements. Travis arriva à l'hôpital général de Phoenix à 8 heures du matin, portant des fleurs et arborant le masque de père inquiet qui lui était naturel après une nuit de préparation. Emma était réveillée, les joues rougies, bavardant avec enthousiasme au sujet des gentilles infirmières qui lui avaient apporté des cahiers de coloriage. « Papa, je me sens tellement mieux », annonça Emma en la serrant dans ses bras. « Je n'ai plus mal au ventre. » Le docteur Rix prit Travis à part avec les derniers résultats d'analyse. Le taux de médicaments dans son organisme avait considérablement diminué pendant la nuit. Avec des soins appropriés et sans exposition supplémentaire, elle devrait se rétablir complètement. Plus d'exposition, répéta Travis en regardant Monica par la porte tandis qu'elle s'occupait d'Emma. Couverture. Docteur, j'ai une faveur à vous demander. Dites à Monica qu'Emma doit rester une nuit de plus en observation. Le docteur Andry étudia son visage. Monsieur Coleman, la police voudra interroger votre famille aujourd'hui. Êtes-vous prêt? Je suis prêt à tout pour protéger ma fille. Ce que le docteur Hendricks ignorait, c'est que Travis avait déjà parlé à l'inspectrice Lisa Park à 6 heures du matin. Non pas pour lui avouer ses soupçons sur Monica, mais pour connaître le déroulement de l'enquête. Il lui fallait 48 heures avant que la police n'intervienne. Travis passa la matinée à l'hôpital, mais l'après-midi, il était de l'autre côté de la ville, en réunion avec Tommy Rodriguez et Mike Chin sur un chantier. Le bruit des machines masquerait parfaitement leur conversation. « J'ai plus d'informations sur le petit ami de votre femme », dit Mike en tendant à Travis un épais dossier. Derek Walsh a été très occupé. 3 hôpitaux en 5 ans, toujours dans des circonstances mystérieuses. À chaque fois, des rapports faisaient état de complications inattendues chez des enfants. Tommy ouvrit un ordinateur portable et montra à Travis les photos de surveillance de la veille. Après le dîner, Derrick se rendit dans un garde-meuble de l'autre côté de la ville. Il y resta 30 minutes. « J'ai le numéro du garde-meuble. »« Qu'est-ce qu'il stocke ?» demanda Travis. « C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Mais d'abord, regardez ça. » Tommy afficha des relevés bancaires sur son écran. Derrick effectuait des versements réguliers sur un compte offshore. Ce même compte qui recevait des paiements d'un certain monsieur Coleman depuis 6 mois. Travis étudia les relevés financiers. Monica payait Derek, et non l'inverse. Ils ne font pas ça pour de l'argent provenant d'une fraude à l'assurance, réalisa-t-il. Quelqu'un d'autre les paye. Mike hocha la tête d'un air sombre. Je pense que ta femme et Derek font partie d'un réseau plus vaste. Un réseau qui utilise des enfants comme cobayes pour la recherche pharmaceutique. Derrick donne accès aux enfants grâce à ses fonctions à l'hôpital, et Monica fournit les connaissances médicales nécessaires pour administrer les tests. Tout s'est mis en place pour Travis. Emma n'était pas seulement victime de l'infidélité de sa femme. Elle était cobaye dans un réseau d'expérimentation humaine illégale. L'empoisonnement systématique, la documentation minutieuse, les multiples hôpitaux dans le passé de Derrick. Combien d'autres enfants, demanda Travis. D'après les dossiers médicaux que tu as photographiés, au moins 12 dans la région de Phoenix. Peut-être plus dans les villes précédentes de Derrick. Travis resta silencieux un long moment, digérant l'ampleur du geste de Monica et Derek. Puis son téléphone sonna. Le nom de Monica apparut à l'écran. Travis, où es-tu? Emma te demande, et je pense qu'on devrait discuter de la possibilité de la ramener chez elle rapidement. Je serai là dans 1 heure, répondit Travis d'une voix ferme malgré la rage qui montait en lui. Monica, la police t'a-t-elle parlé? Oui, ce matin. Ils ont posé beaucoup de questions sur le régime alimentaire et les médicaments d'Emma. Travis, je pense que quelqu'un de son école pourrait être responsable. Tu sais comment certains de ses professeurs se comportent avec les enfants difficiles. Travis ferma les yeux. Même maintenant, alors qu'Emma se remettait dans un lit d'hôpital, Monica essayait de rejeter la faute sur des innocents.
On verra bien, Monica. À bientôt. Après avoir raccroché, Travis se tourna vers ses deux amis. Tommy, j'ai besoin que tu entres dans ce garde-meuble ce soir. Mike, j'ai besoin des antécédents complets de toutes les personnes connectées au réseau de Derrick, et j'ai besoin d'autre chose. Quelque chose, dit Tommy. J'ai besoin de savoir comment faire disparaître Derek et Monica sans que personne ne les retrouve. Mike et Tommy échangèrent un regard. Ils avaient servi avec Travis en Afghanistan et savaient qu'ils n'étaient pas hommes à proférer des menaces en l'air. Travis, dit Mike prudemment. Si tu prépares ce que je pense que tu prépares, il n'y a pas de retour en arrière. Travis repensa au murmure terrifié d'Emma à table, à la peur dans son regard, à l'empoisonnement systématique qu'elle avait subi pendant des semaines sans qu'il s'en aperçoive. Ils ont franchi une limite en touchant ma fille, dit Travis. Ils ont franchi une autre limite en impliquant d'autres enfants. Je ne cherche pas de retour en arrière. Ce soir-là, tandis que Monica était assise près du lit d'hôpital d'Emma à lire des contes de fées, Travis apprenait tout ce qu'il avait besoin de savoir pour faire disparaître 2 personnes de la surface de la Terre sans laisser de traces. La phase de planification était presque terminée. Bientôt, il serait temps de passer à l'action. Chapitre 5. Le réseau dévoilé. L'unité de stockage contenait des horreurs qui entraient Travis pour le restant de ses jours. Du matériel médical, des flacons de médicaments expérimentaux et, plus grave encore, des dossiers détaillés sur 47 enfants répartis dans 4 États. Les photos de surveillance de Tommy montraient l'ampleur de l'opération de Derek et Monica, un réseau systématique d'expérimentation sur des enfants s'étalant sur 3 ans. Travis était assis dans son camion à 3 heures du matin, étudiant les dossiers à la lampe torche. Le dossier de chaque enfant contenait des photos, des dossiers médicaux et une documentation méticuleuse des essais de médicaments. Le dossier d'Emma était classé sujet 23 et contenait des notes manuscrites de Monica sur les dosages optimaux et les modifications comportementales. Sa fille n'avait pas seulement été empoisonnée, elle avait été traitée comme un rat de laboratoire. Un dossier a glacé le sang de Travis, un garçon de 7 ans nommé Tyler Morrison, décédé 6 mois auparavant dans l'ancien hôpital de Derek. Le certificat de décès mentionnait une insuffisance cardiaque soudaine, mais les notes de Derrick révélaient que le garçon avait reçu des médicaments expérimentaux pour le cœur qui avaient provoqué une arythmie mortelle. Monica avait contribué à des meurtres d'enfants. Le téléphone de Travis a vibré, un SMS de Mike Chin a été envoyé. J'ai trouvé la piste de l'argent. Une société écran appelée Meridian Research Solutions. Le PDG est un homme nommé Victor Hartley, ancien cadre pharmaceutique qui a perdu son autorisation pour des essais illégaux sur des humains. Il verse à Derek et à votre femme $50 000 par mois pour avoir accès à des sujets de test. $50 000. C'est ce que valait la vie d'Emma pour Monica. Un paiement mensuel d'un cadre pharmaceutique en disgrâce qui considérait les enfants comme des sujets de test jetables. Travis a photographié chaque document dans l'unité de stockage, puis a soigneusement tout remis en place exactement comme il l'avait trouvé. Derrick et Monica ne pouvaient pas savoir que leur opération avait été compromise. Pas encore. À 6 heures du matin, Travis était de retour à l'hôpital. Emma devait sortir l'après-midi même, et Monica discutait des mesures de sécurité à domicile avec le personnel médical. Travis observait sa femme jouer la mère inquiète avec un talent digne d'un Oscar. Le docteur Hendricks veut vous voir, lui dit Monica. Quelque chose à propos du suivi médical. Dans la salle de consultation, le docteur Hendricks tendit à Travis une enveloppe scellée. Voici les copies du dossier médical complet d'Emma des 6 derniers mois. J'ai remarqué des irrégularités que la police voudra enquêter. Travis ouvrit l'enveloppe et trouva une documentation détaillée des mystérieux symptômes d'Emma. Des symptômes qui se développaient exactement au moment où Monica recevait des paiements de Meridian Research. Docteur, hypothétiquement parlant, si quelqu'un voulait continuer à administrer ces médicaments à un enfant sans être détecté, comment s'y prendrait-il? Le docteur Hendricks parut mal à l'aise. Monsieur Coleman, je ne peux pas fournir d'informations susceptibles d'être utilisées pour nuire à un enfant. Pas pour nuire, précisa Travis. Pour éviter tout préjudice, je dois comprendre leur méthode pour protéger Emma. Après un moment, le docteur Hendricks acquiesça. Les médicaments que nous avions trouvés pouvaient être mélangés à des aliments ou à des boissons. À petite dose, ils sont fades. Une personne ayant une formation médicale pourrait augmenter progressivement les doses tout en surveillant la tolérance de l'enfant. Travis pensa au déjeuner que Monica avait préparé pour Emma, aux smoothies spéciaux qu'elle avait préparés,
aux vitamines qu'elle avait insisté pour qu'Emma prenne chaque matin. Combien de temps faudrait-il pour que les symptômes d'Emma apparaissent? Avec une administration systématique sur plusieurs semaines, les symptômes apparaîtraient progressivement. L'agresseur semblerait être un soignant inquiet cherchant une aide médicale, ce qui leur fournirait en fait une excuse pour poursuivre les abus. Travis quitta l'hôpital cet après-midi-là avec Emma et Monica, jouant le rôle d'un père soulagé. Mais ce soir-là, alors que Monica faisait ses courses, Travis passa un appel téléphonique qui allait tout changer. Inspecteur Park, ici Travis Coleman. Je dois vous donner des informations sur le cas de ma fille, mais j'ai d'abord besoin de certaines garanties. Quelle garantie, monsieur Coleman? J'ai besoin de 48 heures avant que vous ne procédiez à des arrestations. J'ai des preuves d'une opération plus vaste, mais si vous agissez trop vite, les responsables détruiront les preuves et disparaîtront. Travis passa l'heure suivante à fournir à l'inspecteur Park juste assez d'informations pour que les forces de l'ordre finissent par démanteler tout le réseau, mais il ne révéla pas l'emplacement de l'unité de stockage et ne mentionna pas ses propres plans pour Monica et Derek. Après avoir raccroché, Travis ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches sur Victor Hartley. L'homme vivait dans une résidence près de Scottsdale, entouré de systèmes de sécurité et de gardes privés. Il enquêtait sur la mort d'enfants depuis 3 ans et tirait profit de leur souffrance. La formation militaire de Travis lui avait appris à neutraliser systématiquement les menaces, en commençant par les cibles les plus dangereuses. Hartley était le chef du serpent, Derrick le facilitateur, et Monica l'arme qu'ils avaient pointée contre des enfants innocents. Tous trois paieraient pour ce qu'ils avaient fait à Emma et aux autres enfants, mais ils ne mourraient pas de sitôt. Travis comptait leur faire comprendre exactement ce qu'ils avaient fait subir à ces enfants, à commencer par la peur et le désespoir qu'Emma avait éprouvé. En bordant Emma ce soir-là, Travis leva vers lui le regard confiant d'une enfant persuadée que son père pouvait la protéger de tout. « Papa, est-ce que j'aurai encore mal au ventre ?»« Non, princesse, » promit Travis en l'embrassant sur le front. « Personne ne te fera plus jamais de mal. » C'était une promesse qu'il comptait tenir, quelles que soient les lois qu'il devait enfreindre ou les limites qu'il devait franchir. La guerre allait commencer. Chapitre 6. Le piège. Travis passa la matinée suivante à créer le piège parfait. Son entreprise de construction venait d'acquérir une propriété isolée à 48 km de Phoenix. 200 acres de terrain désertique destinés à un futur projet de développement. Plus important encore, elle était complètement isolée et abritait plusieurs bâtiments abandonnés suite à l'échec d'une exploitation minière. La propriété allait lui servir de champ de bataille. À midi, Travis reçut un appel qui le fit bouillir de rage. Le docteur Rix l'informa qu'une autre enfant, Rebecca Torres, 6 ans, avait été admise à l'hôpital général de Phoenix avec des symptômes identiques à ceux de Ness. La petite fille était hospitalisée dans l'aile Derek. Monsieur Coleman, je pense que vous devriez savoir que votre femme s'est portée volontaire pour aider aux soins de Rebecca. Dit prudemment le docteur Hendricks. Vu la situation d'Emma, j'ai trouvé cela inquiétant. Travis ferma les yeux. Monica et Derrick n'arrêtaient pas. Même après que l'hospitalisation d'Emma eut attiré l'attention, ils continuaient à utiliser des enfants comme cobayes. Docteur, Rebecca est-elle en danger immédiat? Son état est stable pour l'instant, mais si quelqu'un continue à administrer les médicaments que nous avons trouvés dans le sang d'Emma, Travis ne la laissa pas finir. Je m'en occupe. Cet après-midi-là, Travis appela Monica depuis son bureau. Salut, ma chérie. J'ai besoin de te parler d'un sujet important. Peux-tu me retrouver sur le nouveau terrain après le travail? Il y a un problème avec les permis de construire qui affecte nos finances. La voix de Monica exprimait une certaine inquiétude. Quel genre de situation? Le genre de situation qui pourrait nous coûter la maison si nous ne la gérons pas avec précaution. J'ai besoin de ta signature sur certains documents, et nous devons discuter de nos options en privé. Monica a accepté de le rencontrer à 19 h. Travis a ensuite appelé Derek directement en utilisant les informations de l'annuaire de l'hôpital. Derek Walsh, voici Travis Coleman, le mari de Monica. Je pense qu'il faut qu'on parle. Il y a eu un long silence à propos de quoi, monsieur Coleman? D'Emma? De ce que vous et Monica avez fait et de la façon dont nous allons gérer cette situation à l'avenir. Travis a entendu la respiration de Derrick changer. Je ne vois pas ce que tu insinues. Arrête Derek. Je suis au courant pour le garde-meuble. Je suis au courant pour Meridian Research. Je suis au courant pour les autres enfants.
Travis, réfléchis bien. Monica ne sait pas. Je sais. Elle pense que je veux discuter de mes problèmes financiers sur mon chantier ce soir. Tu devrais probablement être là aussi, au cas où elle aurait besoin de soutien. La voix de Dererick était tendue. Que proposes-tu? Je propose qu'on trouve un arrangement. 19h, chantier de construction Coleman, Desert Ridge Road. Venez seul et ne prévenez pas Monica de votre venue. Laissez-la croire que c'est une coïncidence en arrivant. Travis avait étudié la guerre psychologique dans l'armée. L'essentiel était de faire croire à ses ennemis qu'ils avaient encore le contrôle tout en leur éliminant systématiquement toutes les options. Derek viendrait parce qu'il penserait que Travis cherchait soit à rejoindre leur opération, soit à négocier un arrangement pour leur faire passer le silence. Il avait tort sur les 2 points. Ce soir-là, Travis arriva sur les lieux avec 1 heure d'avance. Il avait passé l'après-midi à préparer le bâtiment abandonné des bureaux de la mine, à installer des éclairages à piler et à s'assurer que son équipement était en place. Son sac de sport militaire contenait des colliers de serrage, du matériel médical et des outils spécialisés qu'il avait acquis par des intermédiaires privés. Monica arriva la première et se gara près de l'entrée principale. Elle semblait nerveuse en s'approchant du bâtiment où Travis attendait. « Cet endroit me donne la chair de poule », dit Monica en jetant un coup d'œil au paysage désertique. « Qu'y a-t-il de si urgent pour ne pas attendre demain ? Il s'agit d'Emma. » Travis parla simplement de ce que tu lui faisais subir. Monica pâlit. « Travis, de quoi parles-tu ? » Je parle de l'empoisonnement systématique, des médicaments expérimentaux, de l'argent que tu as reçu de Victor Hartley. L'espace d'un instant, Monica parut sincèrement choquée. Puis son expression se transforma en quelque chose que Travis n'avait jamais vu auparavant. Un calcul froid. « Tu ne comprends pas la situation, » dit prudemment Monica. « C'est plus grave qu'Emma. Nos recherches pourraient aider des milliers d'enfants à l'avenir. » Travis sentit une sensation sombre et définitive s'installer dans sa poitrine. Elle ne le niait pas. Elle essayait de se justifier. « Tu as empoisonné notre fille pour financer la recherche. Nous ne lui avons pas fait de mal irréversible. Nous avons été prudents avec les dosages. Emma n'a jamais été en danger réel. » Travis entendit une voiture approcher dehors. La BMW de Dererick apparut par les fenêtres. « Tu as appelé Derek », observa Travis. La confiance de Monica sembla revenir lorsque Dererick entra dans le bâtiment. « Travis, je pense qu'il y a eu un malentendu, » dit Dererick d'une voix douce. « Comme Monica t'a dit. Elle m'a dit que vous utilisiez des enfants comme cobayes pour des essais pharmaceutiques illégaux, » interrompit Travis. « Elle m'a dit qu'Emma n'avait jamais été en danger réel, ce qui est intéressant puisque Tyler Morrison est mort lors de vos expériences il y a 6 mois. » Dererick perdit son sang-froid. « Comment savez-vous pour Tyler ? Je les connais tous. 47 enfants dans 4 États. Je suis au courant de l'unité de stockage, du matériel médical, des dossiers détaillés documentant chaque essai de médicaments. » Travis regarda Monica et Derek. « Ce que je ne sais pas, c'est lequel d'entre vous va me dire où se trouve Victor Hartley. » Monica et Derek échangèrent un regard. Travis vit la main de Dererick se diriger vers sa poche et réagit avec une précision militaire, frappant le poignet de Derrick et envoyant un petit pistolet ricocher sur le sol. « C'était une erreur, » dit Travis calmement en dégainant son arme. « Maintenant, nous allons avoir une conversation beaucoup plus longue. » Le piège s'était refermé. Monica et Dererick étaient exactement là où Travis les voulait, isolés et impuissants. Le véritable interrogatoire allait commencer. Chapitre 7. Confession dans l'obscurité. Travis a sécurisé Derek et Monica à des chaises métalliques avec des liens IP pendant qu'ils protestaient leur innocence. Le bureau de mine abandonné résonnait avec leur voix, mais le voisin le plus proche était à 15 mètres de distance. Personne n'entendrait ce qui s'était passé ensuite. Commençons par Tyler Morrison, a déclaré Travis, s'installant dans une chaise en face d'eux. 7 ans. Est décédé d'un arrêt cardiaque après lui avoir donné des médicaments cardiaques expérimentaux. Parlez-moi de cela, Derek. Le visage de Dererick était provoquant. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tyler avait une condition préexistante. Travis Derek en revers à travers la bouche, faisant du sang. Monica cria. Mauvaise réponse. Les dossiers médicaux de Tyler montrent un enfant en bonne santé jusqu'à ce qu'il entre vos soins. Essayez à nouveau, Monica a trouvé sa voix. Travis, s'il vous plaît.
Tu me fais peur. Ce n'est pas comme vous. Tu ne sais pas ce que je suis, répondit Travis, sa voix mortelle calme. Vous pensiez que vous me connaissiez, mais vous n'avez jamais rencontré l'homme qui a passé 8 ans à chasser des terroristes en Afghanistan. Vous n'avez jamais rencontré l'homme qui a interrogé les combattants ennemis pour obtenir des informations. Il se pencha en avant. Cet homme est très, très bon pour amener les gens à lui dire ce qu'il veut savoir. Travis avait configuré un ordinateur portable affichant des dossiers médicaux de l'unité de stockage. 47 enfants, Monica. 47 familles qui ont fait confiance aux médecins et aux infirmières pour aider leurs enfants. Combien sont morts? Aucun, a protesté Derek. Tyler était un accident. Le médicament a provoqué une réaction inattendue. Travis leur a montré un fichier sur l'ordinateur portable. Cathy Williams, 8 ans, est décédée d'une insuffisance hépatique l'année dernière à Dallas. Michael Foster, 9 ans, hémorragie cérébrale à Denver il y a 6 mois. Les deux dans les hôpitaux où vous avez travaillé. Derek, tous deux enfants qui avaient éprouvé des symptômes mystérieux avant leur mort. Monica pleurait maintenant. Nous ne voulions pas que quiconque meure. La recherche était censée aider les enfants atteints de maladies graves. Nous essayions de développer de meilleurs traitements. Vous étiez payé $50 000 par mois pour torturer les enfants. Travis a corrigé. Victor Hartley ne développe pas de traitement. Il développe des armes biologiques qui ciblent spécifiquement les enfants. Le visage de Derek est devenu blanc. Ce n'est pas vrai. Victor nous a dit que la recherche concernait les médicaments pédiatriques. Travis rit amèrement. Tu es vraiment si stupide, n'est-ce pas? Pensiez-vous qu'un cadre pharmaceutique en disgrâce qui a perdu sa licence pour des épreuves humaines illégales est soudainement devenu philanthrope? Il leur a montré un autre dossier, en partie ses contrats avec 3 gouvernements étrangers. Il développe des agents biologiques spécifiques à l'âge qui pourraient cibler les enfants dans les populations ennemies. La vérité a frappé Monica comme un coup physique. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Que avons-nous fait? Vous avez aidé un criminel de guerre à développer des armes pour assassiner des enfants, a déclaré Travis. Et vous avez utilisé notre fille comme sujet de test. Pendant l'heure suivante, Travis a systématiquement rompu ses défenses psychologiques. Il avait appris ces techniques dans la formation de renseignement militaire, mais il n'imaginerait jamais les utiliser sur sa propre femme. Derek et Monica ont tout révélé. Le processus de recrutement, la structure de paiement, les emplacements d'autres sites de test. Plus important encore, ils ont révélé que Victor Hartley, les arrangements de sécurité de Victor Hartley. Travis, s'il vous plaît. Monica a supplié alors que Dawn s'approchait des fenêtres poussiéreuses. Nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons témoigner contre Victor. Aider les autorités à arrêter le réseau. Emma est en sécurité maintenant. Nous pouvons à nouveau être une famille. Travis a étudié le visage de sa femme dans la faible lumière. Même maintenant, après avoir avoué avoir empoisonné leur fille et participé au meurtre d'enfants, Monica pensait qu'il y avait un chemin vers leur vie normale. Monica, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand nous nous sommes mariés? Les yeux de Monica se remplissaient d'espoir. Vous avez dit que vous protégeriez toujours notre famille. J'ai dit que je ne pardonnerai jamais à quiconque a menacé notre famille. J'ai dit que je traquerais quiconque blessait les gens que j'aime et les ferais payer. Travis se leva. Je voulais dire chaque mot. Derek a tenté de lutter contre ces contraintes. Vous ne pouvez pas simplement nous assassiner. La police saura que c'était vous. La police trouvera des preuves que vous et Monica avez fui le pays après avoir réalisé que son enquête se terminait. Travis a déclaré, vos passeports montreront un voyage dans un pays non exclusif. Vos comptes bancaires montreront des virements à offshore. Tout le monde supposera que vous vous échapperez justice. Travis avait passé la matinée à organiser la couverture parfaite. Derek et Monica disparaîtraient simplement, laissant des preuves de leur culpabilité et de leur plan d'évasion apparent. Quant à Victor Hartley, Travis a poursuivi, il va avoir un accident très malheureux. Une explosion de fuite de gaz dans son complexe. Très tragique. Le genre de chose qui se produit lorsque vous vous entourez de produits chimiques volatiles et ignorez tout. Sans vous. Système de sécurité. La routine quotidienne de Hartley. Plus important encore, Travis avait appris de Derek que Hartley a gardé ses données de recherche les plus sensibles dans un laboratoire personnel au sein du composé.
Des recherches qui exposeraient l'ensemble du réseau si elles tombaient entre les mauvaises mains. Travis a garé son camion à 2 km du complexe à 4 heures mardi matin. Dererick et Monica ont été sécurisés dans le bureau de mine abandonné, très vivants, mais ne capables de faire avertir personne. Travis en avait besoin en vie jusqu'à ce qu'il ait traité avec Hartley. Leur mort serait chronométrée pour soutenir son histoire de couverture sur leur évasion apparente de la justice. La sécurité composée a été conçue pour empêcher les équipes d'espionnage d'entreprises et les enquêteurs du gouvernement, et non des infiltrateurs formés par les militaires. Travis avait étudié la disposition pendant 3 jours, identifiant les faiblesses dans les capteurs de périmètre et les modèles de couverture de la garde. À 4h17, Travis a traversé la clôture extérieure à l'aide de coupe-fils isolés, se déplaçant dans la brève fenêtre entre les patrouilles de garde. Les chiens du composé ont été maintenus dans une zone séparée pendant la nuit. Dererick avait fourni ce détail crucial lors de son interrogatoire. Hartley, le laboratoire personnel était situé dans le sous-sol de la maison principale, accessible grâce à une entrée de service connectée aux tunnels utilitaires du composé. Travis avait mémorisé les plans du bâtiment déposés auprès du comté pendant la construction. Se déplaçant dans l'obscurité avec la pratique de la pratique, Travis a atteint l'entrée du service sans déclencher d'alarme. Dererick avait fourni les codes d'accès chaque mois mais actuellement valables pour une autre semaine. Le laboratoire était tout ce que Travis s'attendait à un homme qui a mené des expériences illégales sur les enfants. Stérile, bien équipé et rempli de preuves de recherche monstrueuses. Les ordinateurs fredonnaient tranquillement, affichant des données des essais en cours. Les classeurs contenaient des enregistrements de centaines de sujets de tests dans plusieurs États. Mais les preuves les plus accablantes ont été les dossiers personnels de Hartley, les contrats avec 3 gouvernements étrangers pour les agents biologiques spécifiques à l'âge et les plans détaillés pour les tests sur le terrain dans les camps de réfugiés et les zones de guerre. Travis a tout photographié, téléchargeant des fichiers pour sécuriser les serveurs que ses contacts militaires avaient fournis. Cette preuve atteindrait simultanément le FBI, la CIA et les autorités internationales, garantissant que l'ensemble du réseau serait exposé, même si quelque chose arrivait à Travis. À 5h23, Victor Hartley est entré dans son laboratoire comme prévu, s'attendant à revoir les résultats des tests de nuit avant ses réunions du matin. Au lieu de cela, il a trouvé Travis attendant dans l'obscurité. Victor Hartley, a déclaré Travis, sa voix portant l'autorité du juge et du bourreau. Vous avez développé des armes biologiques qui ciblent les enfants. Hartley était un homme mince dans la soixantaine avec l'apparence douce de quelqu'un qui avait passé sa vie derrière les bureaux tandis que d'autres faisaient le travail dangereux. Il se remet rapidement de son choc initial. Le mari de votre Monica, a déclaré Hartley, reconnaissant Travis des photos de surveillance. C'est une erreur. Quoi que Dererick vous ait dit, Derek m'a tout dit. Les contrats étrangers, le développement d'armes, les tests prévus sur le terrain. Travis a montré à Hartley les documents photographiques. 47 enfants morts jusqu'à présent avec des plans pour tuer des milliers d'autres. Le sang-froid de Hartley a craqué. Vous ne comprenez pas les applications. Ces agents pourraient mettre fin au conflit en ne ciblant que des populations d'âge militaire. Ils pourraient sauver des vies en rendant la guerre conventionnelle obsolète. Travis a frappé dans le plexus solaire, le laissant tomber à son genou. Vous développez des armes pour assassiner des enfants. Il n'y a aucune justification à cela. Au cours de l'heure suivante, Travis a extrait tous les détails du réseau de Hartley, d'autres chercheurs, des contacts du gouvernement, des sources de financement et des lieux de déploiement prévus. Hartley a complètement éclaté, révélant des informations qui permettraient aux autorités de retrouver toute l'opération. Mais Travis n'était pas terminé. Voici ce qui va se passer, Victor. Vous allez transférer toutes vos données de recherche sur mes serveurs. Vous allez fournir des codes d'accès pour chaque installation de votre réseau, puis vous allez écrire une confession détaillée expliquant tout ce que vous avez fait. Hartley se comporta, ses doigts tremblants en tapant. La confession comprenait des noms, des dates, des lieux et des dossiers financiers qui exposeraient toutes les personnes impliquées dans le réseau de meurtre pour enfants. À 7h45, Travis a terminé ses derniers préparatifs. Les conduites de gaz du laboratoire avaient été modifiées pour créer une fuite lente qui se rendrait aux niveaux explosifs au cours des 6 prochaines heures. Les caméras de sécurité avaient été désactivées avec un virus qui effacerait les 48 heures précédentes de séquence. Quand Travis a quitté le composé, Victor Hartley a été obtenu dans sa chaise de laboratoire, vivant mais impuissant, la fuite de gaz commençant à remplir la pièce. Hartley aurait environ 4 heures pour contempler ses crimes avant la fin de l'explosion.
Travis est retourné au bureau de mine abandonné où Derek et Monica ont attendu la phase finale de son opération. L'histoire de la couverture qu'il avait créée suggérait que les 3 conspirateurs avaient fui le pays ensemble après avoir réalisé que leur opération avait été exposée. Leur sort serait très différent. Alors que Travis atteignit le bureau des mines, il a reçu un SMS de Détective Park. Monsieur Coleman, nous sommes prêts à passer aux arrestations. Où pouvons-nous trouver Derek Walsh et votre femme? Travis a tapé sa réponse. Détective, je crois qu'ils ont fui le pays. Vérifiez leur compte bancaire et leur dossier de passeport. Vous voudrez peut-être commencer à chercher à l'international. La dernière phase de la guerre était sur le point de commencer. Chapitre 9. Justice a été. À 11h47, le complexe de Victor Hartley a explosé dans une boule de feu qui pouvait être vue pendant 20 m. Les intervenants d'urgence trouvaient preuve d'une fuite de gaz et de violation de stockage des produits chimiques qui ont fait paraître l'explosion tragiquement inévitable. Local News a rapporté la mort d'un chercheur pharmaceutique controversé dont le composé avait fait l'objet d'une enquête pour des violations de sécurité. Travis a regardé la couverture médiatique de son camion garé à l'extérieur de l'hôpital général de Phoenix où Emma rendait visite au Dr Hendricks pour son rendez-vous de suivi. Sa fille était en bonne santé, heureuse et ignorant complètement que son père venait d'éliminer les 3 personnes responsables de sa souffrance. Le parc de détectives a appelé à 12h15. Monsieur Coleman, nous avons des développements dans le cas de votre fille. Derek Walsh et votre femme semblent avoir fui le pays. Leurs comptes bancaires montrent que de grands virements filèrent sur les comptes offshore et les dossiers de passeport montrent qu'ils sont partis pour le Brésil hier. Le Brésil n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis, a répondu Travis, jouant parfaitement son rôle. Tu dis qu'ils se sont enfuis pour le moment? Mais nous avons également découvert des preuves d'un réseau plus large. Un homme du nom de Victor Hartley, décédé dans une explosion ce matin, semble avoir dirigé une opération qui a impliqué plusieurs hôpitaux et des dizaines d'enfants. Nous va avoir besoin de votre aide à identifier d'autres victimes potentielles. Travis a passé l'après-midi à fournir à des informations de détectives des informations soigneusement sélectionnées, suffisamment pour s'assurer que l'enquête révélerait toute la portée du réseau, mais pas assez pour l'impliquer dans les disparitions. La preuve qu'il avait téléchargée du laboratoire de Hartley guiderait les autorités vers tous les membres de l'organisation restants. Ce soir-là, Travis a caché Emma dans son lit dans leur maison, leur vraie maison, pas la maison sur où il séjournait depuis l'incident de l'hôpital. Les cauchemars d'Emma s'étaient arrêtés. Son appétit était revenu et elle demandait à retourner à l'école. « Papa, où est maman ?» demanda Emma alors que Travis lui lisait une histoire au coucher. Travis s'était préparé à cette question. Maman a dû partir pendant un certain temps. Princesse, elle a fait des choses qui blessent les gens et maintenant elle ne peut pas rentrer à la maison. L'esprit de 9 ans d'Emma a eu du mal avec le concept. Va-t-elle revenir? Non, Emma. Elle ne reviendra pas. Travis embrassa le front de sa fille. Mais je promets que vous serez toujours en sécurité. Personne ne le fera jamais vous blesser à nouveau. Emma a accepté cela avec la résilience des enfants. Elle avait déjà commencé à former de nouveaux accessoires avec ses professeurs, le Dr Rix, et la babysitter Travis avait embauché. Un ancien médecin militaire nommé Sarah, qui a compris l'importance de la vigilance. 3 jours plus tard, Travis a été confirmé que les autorités avaient arrêté 17 personnes liées au réseau de Hartley dans 4 États. Les preuves du laboratoire de Hartley avaient conduit à des raids sur les installations de stockage, les services hospitaliers et les cliniques privées où les enfants avaient été utilisés comme sujet de test. L'enquête a révélé la véritable portée de l'horreur. 127 enfants avaient été soumis à des médicaments expérimentaux sur 3 ans avec 12 décès confirmés. Les parents qui pensaient que leurs enfants recevaient des soins médicaux légitimes ont appris qu'ils avaient été victimes de violences systématiques. Travis n'a ressenti aucune culpabilité à propos des morts de Derek, Monica et Hartley. Ils avaient choisi de torturer des enfants pour de l'argent, et ils ont payé le prix pour ce choix. Le monde était plus sûr sans eux. 2 semaines après le retour d'Emma à l'école, Travis a reçu un visiteur inattendu. Détective Park est arrivé à son bureau de construction avec un agent fédéral nommé Jennifer Kane. Monsieur Coleman, nous devons vous poser des questions sur certaines incohérences dans le calendrier. Détective Park a déclaré, des images de sécurité de votre chantier de construction montrent que votre camion là-bas la nuit Derek Walsh et votre femme auraient parti pour le Brésil. Travis a examiné directement l'agent Kane. J'ai vérifié le vol d'équipement. Des conseils anonymes qui nous ont conduits à des preuves que nous n'aurions jamais trouvées.
Leurs corps ont été retrouvés hier dans un puits de mine abandonné à 200 miles d'ici avec le corps de Victor Hartley qui n'était pas dans l'explosion après tout. Travis a ressenti le poids de leurs suspicions mais est resté calme. Je suis désolé d'entendre ça. J'espère que vous attrapez celui qui les a tués. L'agent Quinn sourit sinistrement. Le fait est que, monsieur Coleman, nous ne sommes pas sûrs de vouloir attraper celui qui les a tués. 3 meurtriers d'enfants sont morts. Leur réseau est détruit. Et des dizaines d'enfants sont en sécurité. Cela me ressemble à la justice. Le parc détective a hoché la tête. L'enquête officielle conclura que Derek Walsh et Monica Coleman ont été tués par Victor Hartley dans un différend sur l'argent et Hartley est décédé lorsque son composé a explosé en raison de violation de la sécurité. Case fermée. Après le départ des enquêteurs, Travis s'est assis seul dans son bureau en traitant ce qu'il lui avait vraiment dit. Il savait qu'il était responsable des décès, mais il n'allait pas poursuivre des accusations. La justice avait été rendue, même si elle n'était pas passée par des canaux officiels. Ce soir-là, Travis et Emma ont dîné à leur table de salle à manger, la même table où Emma avait chuchoté à propos de son ventre blessé, commençant la chaîne d'événements qui exposait un réseau d'enfants meurtriers. « Papa, j'ai faim ce soir », a annoncé Emma, terminant toute son assiette pour la première fois depuis des mois. « C'est merveilleux, princesse. Qu'est-ce que tu veux pour le dessert ? » Ice cream. Et pouvons-nous regarder un film ? Travis sourit, regardant la joie de sa fille. Elle guérissait à la fois physiquement et émotionnellement. Les cauchemars avaient disparu, remplacés par des préoccupations normales d'enfance concernant les devoirs et les amis. Emma grandirait en sachant que son père l'avait protégée des monstres, même si elle ne connaissait pas la vérité complète sur la façon dont ces monstres avaient été vaincus. Elle apprendrait que certaines personnes dans le monde étaient prêtes à blesser les enfants. Mais elle saurait aussi que quelqu'un se battrait toujours pour la garder en sécurité. Alors qu'ils se sont installés pour regarder le film préféré d'Emma, Travis a réfléchi au choix qu'il avait fait. Il avait enfreint des lois, pris des vies et détruit des preuves. Mais 43 enfants étaient en vie à cause de ses actions, et des centaines d'autres ne seraient jamais victimes du réseau de Hartley. Travis Coleman avait commencé en tant que travailleur de la construction et père qui faisait confiance au système pour protéger sa famille. Il avait terminé comme autre chose, un homme qui comprenait que parfois la justice devait sortir de la loi. Il avait fait son choix et il vivrait avec les conséquences. Mais en regardant Emma rire du film, en bonne santé et en sécurité dans leur maison, Travis savait qu'il avait fait le bon choix. La guerre était terminée. La justice avait été rendue et Emma était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. C'est là que notre histoire touche à sa fin.